en ce qui concerne l'histoire, cet aspect ou alors cette période de l'histoire générale ou l'histoire postale précisément du Cameroun avant 1945, on le sait. Bon, on le sait en résumé, ce que je peux dire de sachant que la colonisation ouvre officiellement ses portes au Cameroun avec la grande conférence de Berlin de 1884. Or, avant ça, il y a eu déjà des échanges commerciaux, des échanges missionnaires et ou alors évangéliques. Mais le territoire Cameroun en tant que nation et le territoire comme Cameroun en tant qu'institution postale va commencer à se dessiner dès que le premier bureau de poste au Cameroun s'implante avec les Allemands en 1804, entre 1884 et 1900, mais disons 1900. Et le premier de bureau de poste à cette époque-là se situait à Boya, qui à l'époque était, on appelait les régions ou alors les régions administratives allemandes. Et ces mêmes appellations vont se déporter plus tard avec l'histoire coloniale sous l'administration franco-britannique. Et ainsi de suite, et jusqu'à ce que la carte officielle ou alors administrative coloniale du Cameroun se dessine jusqu'à la première carte du Cameroun colonial en tant qu'institution, on peut dire, coloniale connue à l'échelle internationale, se dessine avec le protectorat allemand en 1905, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper, mais c'est entre cette période-là, après ça, sur la grande administration, avec toutes les, toutes les branches de l'administration, sachant que lorsqu'on parle d'une administration coloniale, il y a l'aspect politique, l'aspect économique et la poste, ou alors à l'époque, ça s'appelait communication, généralement dans les archives administratives, on va parler communication, travaux publics, et à chaque fois, lorsqu'on on évoque le département colonial ou alors plus tard le ministère de l'administration coloniale sous l'angle de l'économie, la poste se range et se greffe dans la grande rubrique communication, travaux publics. Donc, c'est généralement ça. La poste est importante parce que, déjà, premièrement, l'une des raisons qui fait en sorte que l'administrateur colonial, que ce soit pour les Allemands et plus tard pour les Français et Anglais, tant au Cameroun en tant qu'entité coloniale comme ailleurs, la poste, c'est un service d'abord pour l'institution, c'est pour l'État colonial, voilà, ils ont besoin de ça pour des échanges administratifs et en termes de moyens, pour ne pas m'étendre sur cette période-là, ils ont absolument besoin de ces services publics-là. Donc, la poste est là pour des besoins coloniaux de l'administration coloniale et progressivement, les premiers usagers pour cette période sont d'abord l'administration coloniale et ensuite les administrateurs qui sont là pour, pour le service étatique colonial et ensuite les usagers du quotidien, c'est-à-dire d'abord l'Européen, parce que déjà ici en Europe, à cette date, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle, les Européens, ils sont déjà habitués avec cet outil de la modernité, parce que à la fin de ma thèse, je l'ai conclu comme un outil de la modernité, sachant que, j'ouvre une parenthèse, sachant que avant l'arrivée de la poste ou alors de ces nouveaux moyens de communication, le Cameroun avait déjà communiqué, il avait ses moyens ancestrales ou alors ce qu'on peut dire, ce que j'ai souvent appelé comme la communication traditionnelle, ce qui était avant la poste et les télécommunications. Donc, les premiers usagers, et je reviens sur ce que j'ai dit avant, les premiers usagers, c'est d'abord l'État et son corps administratif, le personnel, et ensuite les Européens, ils l'utilisent pour les besoins administratifs et les besoins personnels parce qu'ils en auront besoin pour échanger avec leur famille avec l'Europe. Et ensuite va arriver la catégorie de ce que j'ai appelé souvent les, les évolués ou alors, entre guillemets, les riches de l'époque. Ça pouvait être les commerçants. Une autre catégorie d'usagers, c'est les missionnaires. Comment je vais cette catégorie sociale, coloniale, même aujourd'hui, parfois, qui est souvent oubliée lorsqu'on on aborde des questions d'histoire. Pourtant, les missionnaires, généralement, ont pas mal d'informations en ce qui concerne des sources. Donc. Et progressivement, dans la société camerounaise, c'est-à-dire les locaux.
qu'on appelle les locaux pour cette période coloniale déjà, que ce soit allemande ou plus tard franco-coloniale. Ça sera ceux-là qui progressivement s'habituent aussi avec cette nouvelle vie que j'appelle la vie moderne, le fait qu'on s'arrime avec la modernité qui est arrivée avec la colonisation. Le réseau postal camerounais va évoluer en fonction aussi des conquêtes coloniales allemandes parce que le service postal ou même le service téléphone, télégraphe, comme ça s'appelait à l'époque, PTT, poste, télégraphe, téléphone, il est un service public et il se greffe sur l'égide de l'administration. C'est de 1884 jusqu'à la fin, le départ des Allemands puisque le départ des Allemands commence à se signaler avec la Première Guerre mondiale, sachant que la France convoitait déjà le Cameroun, pas en entier, mais le réseau communal, le réseau postal, le réseau des PTT se dessine aussi en fonction de comment aussi la carte administrative coloniale du protectorat allemand aussi. Donc, du coup, à la fin, avant que les Allemands ne partent en 1916, officiellement en 1916, le Cameroun avait environ 82 bureaux de poste. Et si on dit 82 bureaux de poste, ça veut dire aussi 82, minimum 82 aussi installations PTT, sachant que cela va aussi en fonction de la valeur des régions. Valeur des régions, pourquoi? Parce que automatiquement, la capitale, par exemple, ce que les Allemands vont appeler d'antan, la région Bamileke ou alors Douala. Douala, automatiquement, les infrastructures postales, les installations postales sont plus de meilleure ou alors de bonne qualité, plus à Douala, contrairement peut-être c'est une petite région qui n'est que secondaire. Donc, en fait, les installations postales et le réseau même postal aussi se densifient en fonction de la valeur des régions, de l'hierarchisation des régions administratives, sachant qu'il y a la capitale et les régions secondaires, les régions principales et les régions secondaires. Pour ce qui est des installations techniques, pour l'aspect téléphone et télécommunication. Et ça sera aussi pareil pour l'aspect poste. Parce que parfois, dans l'amalgame, lorsqu'on parle parfois de PTT, on a cette ancienne appellation. Les gens ont tendance à oublier que c'est d'abord, que ce soit même ici en Europe, les communications modernes, si on peut le dire ainsi, ont commencé avec la poste et avec l'évolution, les réflexions. On est passé de la lettre, ensuite aux techniques et ainsi de suite jusqu'aujourd'hui au numérique. Donc, et pour ce qui est de la poste, en matière d'infrastructure, la poste avait besoin des bâtiments, des bureaux de poste. Et pour la pleine période coloniale allemande, les bureaux de poste étaient rattachés étaient rattachés aux autres services administratifs. Donc, ce n'était pas dense, mais au moins au niveau de la visibilité administrative, on savait déjà que le Cameroun était couvert par un réseau postal qui s'étendait du nord au sud en fonction de la structure de cette carte du Cameroun qui va aussi évoluer après la Première Guerre mondiale. Et pour la période de l'entre-deux-guerres, la France et l'Angleterre reprennent l'administration du Cameroun. Le réseau postal va aussi évoluer en fonction de cette nouvelle superficie du Cameroun qui se rétrécit contrairement à la superficie du Cameroun allemand. Et automatiquement, là, ça veut dire les bureaux de poste allemands qui aujourd'hui peuvent se situer dans une partie du Nigeria, le Nigeria étant frontalier au Cameroun, et aussi dans une partie du Tchad et une partie de la Centrafrique, voire même jusqu'au Gabon, le réseau postal du Cameroun allemand va se rétrécir. Et la France ayant le mandat international, administre le Cameroun. Et au niveau du réseau postal et des donc du réseau des PTT, la France entreprend déjà dès 1921 et 22 ce qu'on appelle la dégermanisation. Et cette dégermanisation qui était générale dans déjà l'histoire politique, économique et sociale, cela se voit également dans le secteur des PTT. Et progressivement, le temps que l'administration française et anglaise s'adapte
aux outils ou alors aux legs allemands, il y aura tout un travail. Il faut parfois retranscrire les manuscrits laissés par les Allemands, les utiliser en attendant, mettre sur pied, établir l'administration française et que cela soit visible également sur les documents officiels et pareil même sur ce qu'on appelait dans le temps les bâtisses coloniales, les bâtisses coloniaux et également les infrastructures dans le domaine des PTT, ceux qui ne vont pas être détruits pendant la guerre, puisqu'il y a eu une guerre, il y a eu une guerre, la Première Guerre mondiale, il y a eu un déroulement de conflits au Cameroun. Et j'ai écrit un article là-dessus sur la guerre, comment est-ce que l'imagerie postale illustre justement le déroulement de la Grande Guerre au Cameroun. Donc, le temps que l'administration française s'installe de façon durable pendant l'entre-deux-guerres. Parallèlement aussi, l'administration postale va aussi on peut dire, se reconstruire pendant toute cette période-là. Et lorsque la Première Guerre mondiale s'annonce dès 1939, le service postal à la française et à l'anglaise est déjà bien installé au Cameroun, que ce soit au Cameroun anglais ou bien au Cameroun français. La poste, c'est un outil d'abord de contrôle. Si je m'en tiens aux travaux de Foucault qui parle de dispositifs, la poste, pour moi, dans mes analyses, c'est avant de devenir un outil social, un outil de communication, pour le contexte colonial, voire même après. Après, c'est d'abord un outil de contrôle. C'est un moyen pour l'administrateur d'asseoir son autorité et de bien mener son administration coloniale. Et du coup, la question que je me pose, pour ce qui est d'Ahidjo, tout comme en comparaison avec, par exemple, Sékou Touré en Guinée, puisque lui aussi, il a été postier, Omar Bongoé a été postier. Pourquoi le choix de l'administration coloniale se porte non seulement vers les fonctionnaires, mais précisément des postiers? Est-ce que, pour le cas du Cameroun, étant donné qu'il y a une période chaude en 1955, d'après les archives, qui montrent que, étant donné que la rébellion de 1955, sous Roland Pré, il y a déjà un dispositif qui est mis sur pied par l'administration de contrôler les communications des UPCistes, sachant que l'UPC, c'est le parti nationaliste qui s'oppose à la durabilité, si on veut, le prolongement de la colonisation, mais qui exige une indépendance réelle du Cameroun. Il y a un dispositif qui est mis sur pied et la Poste va jouer un rôle capital en ce moment-là. Dans mes travaux, j'en parle, il y a pas mal d'archives, en fait, il y a des archives inédites que j'ai trouvées qui montrent qu'à un moment donné, quand, quand un usager lambda se présentait dans un bureau de poste, je prends le cas d'un bureau de poste à l'Est où un télégramme précise que il se pourrait que des populations bamileke, sachant que l'UPC, les militants de l'UPC a pu bâtir si on peut dire l'UPC avait pu bâtir sa base, non seulement en région Bamileke, mais également en région, dans la Sanaga maritime, dont les figures de proue étaient d'origine. Dans un télégramme de 1955, un postier émet à Yaoundé et à Douala comme quoi qu'il se pourrait que il y a des infiltrations des usagers soupçonnés d'être des UPCistes qui passent par la poste pour transmettre des échanges stratégiques des postiers, des correspondances postales entre les postiers. Et c'est de partant d'un tel télégramme ou alors d'une telle enquête, puisqu'en ce moment-là, le postier lambda qui est à ce bureau de poste de l'Est, il travaille pour l'administration coloniale.
Ça veut dire la poste est un moyen, en ce moment-là, de contrôle des mouvements, puisque durant cette période de crise, les mouvements des populations sont surveillés. Les mouvements des UPCistes sont doublement surveillés. Ça veut dire les UPCistes, peut-être certainement, je préfère émettre des hypothèses que certainement, si partant de ce télégramme de 55-là, il avait été détecté que les UPCistes passaient par la poste pour pouvoir étendre leur communication et diffuser leur idéologie, partant d'un tel télégraphe, cette méthode d'échange et de communication des UPCistes avait été bloquée par l'administration, ou alors l'administration coloniale s'en est servie pour sa stratégie de lutte contre le mouvement nationaliste mené par l'UPC. L'Union des populations du Cameroun, c'est ce parti politique qui est créé en 1945 par la plupart des nationalistes qui prônaient l'indépendance immédiate du Cameroun et d'un Cameroun uni tel que l'avaient laissé les Allemands, sachant qu'il y avait une partie anglophone, une partie française, donc ce qu'on appelait le Cameroun français, et une partie anglaise qu'on appelait Cameroun anglais. Donc, c'est ces partis politiques dits nationalistes qui défendaient, qui prônaient, qui préconisaient une indépendance immédiate du Cameroun. La poste a été vraiment très utile pour l'administration coloniale pendant cette lutte d'indépendance pour tracter et également contrôler la population, non seulement les leaders UPCistes, mais également la population. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde est suspect. Les questions de contrôle, de surveillance, d'identification. Du coup, les courriers sont ce qu'on appelle pendant la guerre, les courriers sont ouverts. Les courriers sont ouverts. Les courriers sont contrôlés. Et en ce moment-là, la stratégie des UPCistes, pour ce qui a été le cas, ils vont changer de méthode. Si ils passaient par la poste, ils seront obligés de changer de stratégie. Donc, la poste, en ce moment-là, devient un outil très capital et précis, et un outil très précis et important pour le service, l'administration coloniale. Et ça sera également le cas quand bien même le Cameroun accède à l'indépendance, sachant que lorsque le Cameroun accède à à son indépendance, cette lutte d'indépendance il y aura une lutte post-indépendante, il y aura une lutte post-indépendance jusqu'en 1973. Donc, en ce moment-là, sachant qu'en ce moment-là, euh, le dispositif postal, le réseau postal est plus développé, donc Aïdjo ne va pas s'empêcher de s'en servir pour davantage contrôler, surveiller et mener sa lutte anti-UPCiste, ce qu'on appelait la lutte contre les maquisards, sachant que les maquisards sont ceux-là, justement, que l'administration coloniale avait taxé en fait, les maquisards, ce sont ces nationalistes qui luttaient dans l'ombre ou alors dans les forêts pour une indépendance vraie et libre du Cameroun, en fait. Le terme maquisa est un terme colonial, c'est un terme utilisé par l'administration coloniale pour désigner les nationalistes radicaux, membres de l'UPC. Le Cameroun, en termes d'entité coloniale, on peut dire État colonial, la structure syndicale n'était pas assez développée comme en France ou alors en comparaison pour le cas d'une colonie comme l'Algérie. Du coup, le syndicat postal va se rattacher à ce qu'on appelle le grand ensemble syndical du Cameroun colonial. Elle se rattache à ce qu'on appelait dans le temps l'USCC, c'est cette union syndicale confédérée, dans lequel on trouve l'ensemble des fonctionnaires
qui créent leur modèle syndical et ils sont éduqués par des syndicalistes venant de la France, venant de la France qui vient éduquer justement la plupart de ces fonctionnaires appartenant à tous les secteurs d'activité administrative du Cameroun à la chose syndicale. Donc, du coup, le syndicalisme postal se greffe sur le gros ensemble du mouvement syndical. On peut dire, à l'époque, ce n'était pas vraiment syndicat comme aujourd'hui, le syndicalisme ou comme aujourd'hui. C'était comme des associations, on peut dire, des associations professionnelles. C'est vrai que c'était couronné par le nom syndicat, mais il n'était pas si vivant. Et ça sera le cas également quand bien même le Cameroun accède à l'indépendance, sachant que nous sommes, dès l'indépendance, nous sommes sur le régime autoritaire, le parti unique. Même s'il y a syndicat, ça reste dans l'ombre, puisque dit syndicalisme, ça veut dire qu'il y a aussi quand même une certaine liberté. Or, de 45 jusqu'à 60, nous sommes à l'indépendance. Et quand bien même il y aura les fonctionnaires, ils travaillent pour les fonctionnaires dans l'ensemble et les postiers en particulier, ils vont travailler pour l'administration coloniale, tout comme ils vont aussi travailler de 1960 jusqu'aux années 80 pour la fin des années 80 pour l'État indépendant à parti unique, en fait, puisque la démocratie arrive en Afrique avec la fin des années, avec la chute du mur de Berlin, l'ouverture du monde, l'ouverture, le changement d'idées, le vent de la démocratie. Donc, pendant tout ce temps-là de 45, les postiers, même s'ils ont une activité, ce que moi j'appelle syndicale, elle reste très elle est très formelle, elle est formelle, elle va, même s'il y a des revendications, ce sont des fonctionnaires, ils travaillent pour l'État et l'État en ce moment, c'est un État avec un régime autoritaire où on est là pour, on a un président avec un parti unique. Donc, ce n'est pas pareil comme peut-être aujourd'hui, si je peux faire une étude comparative de cette période-là à la période actuelle, où il y a quand même des revendications, sachant que pendant cette période de 45, même si les fonctionnaires revendiquent, ça reste sous un cadre bien contrôlé. Et ce même système, j'ai envie de dire que le système colonial va se transporter pendant les premières décennies d'indépendance Cameroun pour ce qui est de la chose syndicale et comment cela est vécu et comment aussi l'activité syndicale des fonctionnaires en général et des postiers en particulier est menée. C'est sous le contrôle de l'État. Même s'il y a des revendications, ça reste très formel. Même s'il y a des activités, elles restent très formelles et des implications en tant que telles. Voilà, il n'y en aura pas comme peut-être ici en France où la France ou en France, où la France a une vieille culture syndicale, ça ne peut pas être pareil comme par exemple les mouvements de revendication menés par le Front populaire pendant la crise des années 1930, où il y aura vraiment une implication sur les conditions de travail, que ce soit des ouvriers et même des fonctionnaires dans les services publics français, où partant de là, le droit de grève, le droit de changement, les modifications apportées aux conditions de travail et aux conditions de vie des travailleurs, tant pour les fonctionnaires en général et également les postiers en particulier. Sachant que ces agents de la poste, je préfère utiliser ces termes, ces agents de la poste-là, ils restent des fonctionnaires au service de l'État camerounais, un État qui est autoritaire, ils travaillent, même si les conditions de travail ne sont pas ne sont pas si bonnes. Il est là pour la nation, une nation aussi, une nation qui est en train de se construire, une nation et un État indépendant, très jeune qui est en train de se construire. Les moyens qui sont mis les moyens qui sont mis à disposition, comme on dit dans le langage courant ou alors familier, ils font avec ces moyens-là pour pouvoir construire non seulement la chose publique qui est la poste pour l'État camerounais, mais également pour les usagers de la poste. Donc, revenons à l'activité syndicale. Elle est là, mais elle reste très institutionnelle. Elle se rattache
au grand ensemble syndical, donc c'est ce grande union des syndicats professionnels du public, sachant qu'à côté, il y avait aussi les syndicats du privé pour parler des secteurs d'activité du privé. Donc, le syndicat postal, elle y est, mais elle reste un syndicat autonome au sein du grand syndicat, du grand syndicat des professionnels du secteur public. C'est important de parler de la modernisation du réseau, voilà, parce que lorsqu'on parle de la modernisation, c'est le réseau, c'est-à-dire tout ce qui est technique, tout ce qui est moyen mis sur pied pour faire fonctionner la poste au Cameroun. Déjà, avec la tutelle, et la tutelle dirigée par l'ONU, la France, tout comme l'Angleterre, est obligée d'accompagner le Cameroun vers son autonomie. Il y a eu ce qu'on a appelé les programmes FIDES, les fonds qui ont été mis sur pied pour accompagner le Cameroun vers son autonomie. Et ces fonds FIDES-là, donc le FIDES, c'est le fonds d'investissement pour le développement économique et social. Autant pour moi, ces fonds devaient toucher tous les secteurs, si on peut dire tous les secteurs économiques et sociaux, et les secteurs économiques et sociaux de, de la société camerounaise. Ça veut dire la santé, l'économie, l'école, l'aspect rural et tout. Donc, à chaque fois, comme je l'ai évoqué auparavant, avant, pour ce qui est de l'organisation, pour ce qui est de la structure du service colonial. Donc, ces fonds-là devaient aider non seulement l'administration, tous les secteurs de l'administration ou alors des secteurs de la société en général, mais devaient aussi être bénéfiques pour le service public postal. Et les investissements qui vont être faits provenant de ce programme, puisque c'était un programme qui partait de 5, c'était des programmes échelonnés, il y avait des vagues. Et les fonds devaient venir en partie du ministère, du ministère des colonies. Et il y avait aussi des fonds qui venaient de ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, les fonds d'aide au développement. Les fonds devaient aussi venir de l'administration à l'échelle de l'entité coloniale. Les fonds devaient venir, c'est-à-dire du territoire colonial camerounais. Une partie des fonds devait venir des ministères des colonies et une autre partie des fonds devait venir du fonds d'aide au développement économique venant toujours de la métropole. Et ces fonds-là étaient repartis dans les différents secteurs, comme je l'ai déjà dit, que ce soit le domaine de la santé, la communication, mais toujours est-il que les montants étaient, si je peux évaluer les montants, hein, pour ce qui est de la poste à chaque fois va se greffer, si je peux dire, au grand groupe communication. Et communication, alors travaux publics. Et quand bien même les travaux publics ou alors les travaux de rénovation, les travaux d'amélioration, les travaux de construction pour ce qui est des infrastructures, des PTT, c'est plus ciblé. C'est plus le secteur des télécommunications, alors comme on l'appelait à l'époque, du téléphone et du télégraphe qui sont privilégiés. Pour ce qui est de la poste entame lettres, courrier et caisse d'épargne postale. Je reviendrai sur la caisse d'épargne postale. Elle n'est pas, pour ma part, elle n'est pas mise en avance dans le sens où déjà il y avait des priorités pour l'administration coloniale. Là, et j'insiste sur, je reste vraiment de 45 hein, jusqu'à 60. Et pourquoi est-ce que je pense, pourquoi je dis que elle n'était pas prioritaire, il n'y avait pas une grande valeur qui a été mise sur l'aspect postal parce que la poste, pour reconnaître un bâtiment postal, pour reconnaître qu'un service postal existe, c'est minimum le bâtiment ou alors les édifices qui accueillent les activités, les services postaux. Or, dans mes investigations ou alors dans mes travaux, je me rends compte que le secteur poste uniquement était pour moi, était entre guillemets un peu lésé
Quand bien même l'administration coloniale devait investir dans le grand groupe PTT, l'accent était plus mis sur le téléphone et les télécommunications, sachant que tout ceci était rattaché au fonds communication, travaux publics et entre autres, tout ce qui englobe un peu les travaux publics. Donc, les fonds des PTT, les fonds mis à disposition pour l'amélioration, les rénovations de tout ce qui est du fonctionnement du service public postal et des télécommunications, ces fonds-là étaient noyés dans l'ensemble des fonds qui appartient à la rubrique communication, travaux publics. Et même si je veux me permettre d'évaluer, le montant était toujours très insignifiant. Et cela peut se comprendre, hein, parce que c'est la période coloniale, étant donné que les fonds qui venaient du ministère des colonies et du fonds d'aide pour le développement économique et social, ce n'était pas assez. Donc, il fallait que l'administration coloniale produise ces fonds. Les devises qui devaient venir, par exemple, des impôts qui étaient collectés pour que après, maintenant, ou alors les rendements que produisait la Poste et peut-être les impôts collectés à l'échelle de l'entité coloniale pour pouvoir maintenant euh, hum, le mettre au service des travaux qui vont être entrepris pendant les années 50 jusqu'à l'indépendance. Dès les indépendances, ce modèle de développement, modèle de rénovation, en fait, le jeune État indépendant camerounais se calque, par exemple, Aïdjo va mettre sur pied ce qu'on va appeler les plans quinquennaux. Et les plans quinquennaux, pour ma part, dans une étude aussi comparative pour la pleine période coloniale et la période après, dès l'indépendance, ces plans quinquennaux-là s'inspirent, si je peux le dire, s'inspirent un peu de ces fonds de ce programme des fonds d'investissement pour le développement économique qui avait été encouragé par les Nations Unies à la France et à l'Angleterre d'accompagner ce territoire sous tutelle à son autonomie. Et ces plans quinquennaux, là, nous sommes déjà en 1960, après, dès 1960. Aïdjo met sur pied des plans quinquennaux, comme ça se dit, des programmes sur 5 ans avec des projets de rénovation, de développement, de modernisation, c'est le mot que je cherchais, de modernisation de tous les secteurs d'économie. Sachant qu'à chaque fois aussi, la Poste aussi fait partie, fait partie de l'économie. La Poste, c'est une rubrique de l'économie. Et ces programmes-là, ce programme de plan quinquennaux-là devait également toucher tous les secteurs, comme je l'ai déjà dit. Et la Poste devait aussi en bénéficier devait bénéficier de ce programme-là. Donc, et les fonds comme cela s'est vu pendant la fin de la période coloniale pour le programme, FIDES, les fonds provenaient également du FMI, de l'État, comment je veux dire, des devises ou alors des recettes, voilà, des recettes de l'économie générale du pays et précisément pour le cas de la Poste. Ça veut dire des recettes que produisait la Poste camerounaise devaient servir justement pour le développement de ce secteur de l'économie, de ce secteur de la vie sociale, puisque la Poste aussi, c'est la vie sociale, ça touche la vie, ça permet aux hommes de vivre au quotidien. Donc Aïdjo met sur pied ce programme des plans quinquennaux qui s'assimile à ce programme FIDES qui accompagne le Cameroun en tant qu'entité coloniale de 1950 ou à 1950 à 1960.
depuis la période coloniale, les postiers sont formés déjà sous le tas. Sous le tas, c'est-à-dire, les postiers, par exemple, de l'entre-deux-guerres, si je fais une petite parenthèse, si je reviens légèrement sur l'entre-deux-guerres, la plupart sortent des écoles, des écoles de formation générale de la période coloniale. Ils sortent avec un diplôme de l'époque, les diplômes qui est l'équivalent, qui peut être l'équivalent du CEPE, ce qu'on appelle le certificat de scolarité primaire, mais primaire à l'échelle vraiment coloniale. Et quand ils sortent, ils ont pour option, ils peuvent devenir fonctionnaires des PTT, fonctionnaires de la santé, infirmiers, ils peuvent devenir enseignants, ils peuvent devenir, ils peuvent occuper tout type de poste dans la fonction, dans l'administration coloniale. Et ça sera sous ce même, dans ce même décor-là que, en fait, ce même décor-là va se transplanter dès 1960 sur le jeune État indépendant camerounais. Mais là, il y aura une légère différence sur la qualité, la qualité et le niveau de formation. Quand je dis qualité de formation, parce que aussi, dès 1960, il y a déjà ce qu'on appelle la coopération technique. La plupart des enseignants sont des anciens coopérants, sont des coopérants français qui arrivent et le niveau d'études, quand j'ai envie de dire, le niveau d'études est plus élevé, les formations sont plus spécifiées. À la fin de la première décennie d'indépendance du Cameroun, c'est-à-dire en 1969, la première école nationale supérieure de PET du Cameroun est ouverte en 1969. Or, de 1945 à 1969, les postiers camerounais, pour la plupart, soit venaient des écoles de formation générale, ils devaient faire un concours adapté, si je peux le dire en ces termes, et progressivement, ils intégrèrent le service des PET. Mais une institution étatique spécifique, avec des formations très spécifiées, PTT, poste téléphone, télécommunication, comme puisque l'appellation évolue, PTT, ensuite PET, avant de devenir aujourd'hui, voilà, ministère des télécommunications, une école institutionnelle avec des formations plus spécifiques et spécialisées, il faut attendre 1960. Mais de 1945 à 60, les femmes camerounaises, c'est-à-dire, ou alors les femmes locales, les femmes ou alors les nationaux, dès 1960, il faut attendre 1960. Mais avant 1960, les femmes européennes sont des femmes européennes qui occupaient des fonctions. Elles étaient à peine 10. Elles venaient en tant que référentes pour apporter aussi leur expertise dans l'ouverture des centrales de téléphonie. Et pour ce qui est des hommes, depuis la période coloniale, comme je l'ai déjà évoqué, depuis la période coloniale, les formations se font sur le tas. Donc, et c'est plus les hommes qui occupent des fonctions, télégraphistes, tous les types de métiers qu'on trouve dans les PET et ainsi de suite. Donc, ce ne sont que les hommes. Voir les femmes, l'arrivée des femmes, il faut attendre la plein milieu des années 60 et ensuite les années 70. Et maintenant, les femmes cadres. Et je vais mentionner cette dame, il est une femme inspecteur des PET, il faut attendre 1975 par là. Et l'une des figures de proue qui porte vraiment l'image de la femme en tant que cadre au sein des PTT, c'est Madame Nantuen Jacqueline. Elle a été, et à son époque, comme elle me le témoigne souvent, quand elle passe son concours, déjà étant diplômée de l'université du Cameroun, parce qu'à l'époque, c'était une seule université, diplômée de l'université du Cameroun en mathématiques. Elle passe ce concours, certainement après d'autres concours qu'elle avait faire en parallèle. Elle choisit donc d'aller se former à l'École nationale supérieure de PET. Donc, et les formations pour son cas, tout comme le cas de ses camarades hommes ou femmes, ou quelques femmes qui étaient pour sa promotion, une partie de formation devait se faire au Cameroun. Là, il s'agit de la fin des années 60 et début des années 70. Une partie des formations se faisait au Cameroun et la suite ici en France. Et je pense que cette structuration, cette organisation même
reflète l'image aussi de ce qu'a été la formation au sein des PTT en France. Parce que quand je me rapproche un peu des archives français, des archives françaises, ça a été aussi le cas. Le receveur, c'était l'histoire, quand je me rapproche dans l'histoire de la France, l'histoire du receveur, le receveur, c'est-à-dire jusqu'aux années, puisque l'histoire quand même, sachant que la poste, la poste était déjà entrée dans la société française, l'histoire du receveur, que ce soit au 18e, non, la fin du 19e, voulais le dire, la fin du 19e, 20e siècle, il faut attendre il faut attendre le début du 20e siècle, non, le début du 20, oui, la fin du 20e siècle pour voir un receveur des postes avoir un grand niveau d'études. Si je peux résumer ce que je sais, en sachant que ce sont des hypothèses partant de ce que j'ai lu pour l'histoire de la poste française. Donc, c'est presque le, c'est presque le même système, en fait. Et pour résumer, le modèle le modèle camerounais va se calquer sur le modèle français en ce qui concerne la formation, l'organisation genrée du travail au sein des PTT, mais à la seule différence qu'en France, avec le contexte de la guerre, des grandes guerres, les femmes arrivent très tôt au sein déjà du service public en général en France, et précisément pour le cas des PTT en France, contrairement au Cameroun où on est Cameroun en tant qu'entité entité républicaine ou alors entité internationale avec la colonisation, sachant que ces outils, ces nouveaux outils de communication arrivent, cette communication moderne arrive avec la colonisation. Il faut attendre après l'indépendance pour qu'on commence à compter des femmes locales, des femmes camerounaises au sein de ces services. Et en ce qui concerne leur grade, leur carrière, les postes de responsabilité, il faut attendre la fin des années 70 pour compter des femmes vraiment cadres. Et tout ceci est lié à cette question égalité homme-femme, la question genrée, la place de la femme et ce qui a été aussi le cas en France. Il va falloir attendre plusieurs années des luttes menées par des grandes figures de proue comme Simone Veil, Louise Veil, pour que la femme puisse avoir sa place, que ce soit dans le monde du travail. Et cette lutte-là continue aujourd'hui. Jusqu'à 1960, hein, il y avait très peu de femmes dans le service postal camerounais comparativement à ce qui s'est passé en France. Pourtant c'est les femmes qui vont révolutionner le secteur des PTT dans l'histoire des postes et télécommunications en France. Oui, et le contexte même, ça s'explique parce que nous sommes encore en pleine période coloniale, même si la Seconde Guerre mondiale est passée. Les femmes, même si les femmes vont à l'école, leur éducation et leur instruction, c'est orienté. Et les métiers que faisaient les femmes, pour la plupart les métiers au sorti de leur formation, au sorti de leur instruction scolaire ou alors secondaire, elles étaient bien orientées pour l'enseignement et le social, elles étaient des ingénieurs. Pour le cas de la poste précisément, on commence à compter déjà de 1945 à 1960. Les femmes qu'on compte dans le service public postal au Camerounais, ce sont des Européennes. Et là, c'est une évidence parce que déjà en France, elles ont révolutionné le secteur avec les dames postes, les téléphonistes qui ont révolutionné l'histoire de la poste déjà partant de la Seconde Guerre mondiale, sachant que les hommes étaient en conflit. Elles étaient dans les champs de tir ici en métropole. Les femmes déjà vont révolutionner non seulement le secteur de l'administration publique en général en France, mais l'histoire des dames postes. Dames postes en France, c'est une histoire voilà, connue sur la reconfiguration du service public en général et du service postal en particulier pour l'histoire de l'administration publique en France. Et quant au cas du Cameroun, puisque à chaque fois j'essaie de faire des petites comparaisons, quant au cas du Cameroun, de 45 à 1950, puisque les femmes les femmes qu'on compte au sein du service postal camerounais, dès que 50, ce sont des Européennes.
Et je pense, elles viennent justement pour mettre sur pied le service de la télé, le service des appels, enfin, les centres d'appel. Les centres d'appel, ce qu'on appelait les centres chèques, parce qu'elles en avaient déjà l'habitude. Et on les comptait à peine 5. 5, je me souviens bien, de 1950 à 55, j'ai répertorié dans mes enquêtes à peine 5 Européens, 5 noms. Les noms, je reviendrai là-dessus pour une éventuelle communication peut-être. Donc, il y en avait marqué 5. Pour le cas du Cameroun français, je vais bien préciser. Bon, quant au Cameroun anglais, peut-être ça pourra faire aussi l'objet des enquêtes futures. Maintenant, pour ce qui est des femmes dès 50, dès l'indépendance, il faut attendre la fin des années 60 pour commencer à voir les premières femmes intégrer le service public postal au Cameroun. Et quand bien même elles intègrent le service public au Cameroun, leur fonction est bien ciblée. Leur fonction se réfère un peu à ce qui se passe en France avec les dames postes, les dames de la téléphonie en France. Elles vont travailler dans les centrales de télécommunications et elles vont travailler comme des agences, j'ai envie de dire des agentes secondaires. Et on commence à compter des femmes cadres au sein des PTT camerounais dès 1970, la fin des années 1970. Et l'une des grandes figures de proue de l'histoire des PTT, une dame cadre qui va devenir, puisque dans la classification des carrières, oui, la classification des fonctions, alors des postes, on est postier. On est postier parce qu'on est soit facteur, on est postier parce qu'on est soit guichetier, on est postier parce on est postier, on a une fonction à la poste parce qu'on est, avant d'arriver au poste de receveur, on est, toutes ces fonctions, on peut, j'ai envie de dire, intermédiaires qui sont sous la tutelle d'un receveur. Trouver une femme postière cadre au Cameroun, comme en tant qu'inspecteur des PET, c'est Madame Nam Tuen. Je suis en train de travailler sur sa biographie en ce moment. Et là, ce n'est que vers la fin des années, en plein milieu des années 70. Mais sinon, de 1960 à 1970, voire jusqu'à 1975, voire 1980, même si les femmes occupent une place, occupent des fonctions au sein de la poste, leur effectif est très, très, très bas. Et les fonctions qu'elles occupent, elles sont vraiment très secondaires. Il va falloir attendre une certaine réforme et des textes de loi parce que tout cela a été contrôlé dans le sens où on savait que la femme, elle a appelé à faire même si elle est autorisée à travailler, elle ne peut que faire des fonctions vraiment très, j'ai envie de dire, orientées. Elles sont enseignantes, elles sont nourricières, elles ont des fonctions sociales, elles ont des postes d'administration. Si elles travaillent dans la fonction publique en général et dans le service postal, leurs fonctions sont très secondaires. Pour me répéter, pour commencer à compter des femmes cadres, c'est-à-dire, sachant que lorsque je parle de cadre, il s'agit par exemple de la fonction de receveur, la fonction de inspecteur, contrôleur, inspecteur des PET, il faut attendre il faut attendre au milieu des années 70. Et tout ceci aussi a été lié aussi au niveau des formations, sachant que dès 1945, de ce que je sais, puisque nous avons jusqu'à ce jour, nous n'avons pas toutes les. Je continue à rechercher des informations en ce qui concerne le parcours de Ahidjo de 1945 jusqu'à 1959, où il s'annonçait déjà, parce que ça se voyait, puisqu'il faisait parmi des élites politiques. Il faisait partie des élites politiques. Et c'est pareil, parce que j'ai commencé un article sur la comparaison. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'administration coloniale choisit plus des fonctionnaires comme des fonctionnaires
pour les préparer à la relève, puisque déjà, dès 1945, c'est le début de la décolonisation qui était déjà longtemps déjà revendiquée par les nationaux radicalistes ou alors les nationalistes modérés. Donc, Ahidjo, l'un des personnages ou des personnels ou alors des Camerounais nationaux, comme j'ai dit, la poste et ses hommes, on peut citer des grands noms comme Ahidjo, Ahidjo qui plus tard va devenir président de la République. C'était un postier et il a exercé en tant que tel postier télégraphiste pendant l'entre-deux-guerres et de 1945 peut-être jusqu'à 5 ans avant qu'il ne soit coopté dans l'environnement politique du Cameroun. Parce que dès 1955, je pense que ses fonctions, puisque je n'ai pas assez d'archives là-dessus, je continue toujours à chercher, de 1945 à 1900 peut-être 55, puisqu'il y a eu cette rébellion au Cameroun en 1955. Je n'ai pas assez d'archives, mais je souhaiterais savoir comment lui, là, il a évolué, puisqu'il a été postier télégraphiste, mais je ne trouve pas toujours des informations complémentaires pour pouvoir euh, analyser ses fonctions de postier télégraphiste entre 45 et 55.